Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours ici sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV à 12h00. On a aussi une deuxième chaîne où on poste des histoires exclusives tous les 14h. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, je t'invite à t'abonner et à nous suivre sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Sur TikTok, on fait les directs tous les mardis, tous les mercredis et les vendredis, autant pour moi, à 20h00 heure du Cameroun. Donc voilà. Donc, si tu as une histoire à raconter, laisse ton histoire déjà sur WhatsApp et on va poster ici. Donc, on va commencer avec la première histoire. Bonjour, bonjour DMG, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, j'espère que toute la communauté se porte bien. Alors aujourd'hui je viens avec une histoire. Je viens avec une histoire que ma mère a eu à vivre. Et c'était en 1997. 97, 98 comme ça. Donc j'étais encore toute petite. Et à l'époque, ma maman me disait qu'à l'époque, il y avait la guerre dans notre pays, il y avait la guerre, donc du coup, ils avaient fui au village. Mon papa, ma maman et mes frères et sœurs, et nous, moi aussi, parce que à l'époque, j'étais encore bébé. Et quand ils ont fui au village au village de sa maman et de sa grand-mère, quand ils sont arrivés au village là-bas, il fallait maintenant chercher à se nourrir. Donc, ma maman, elle savait faire le manioc. Elle savait faire le manioc, mais elle ne savait pas comment attacher vraiment, comment bien attacher le manioc. Donc du coup, c'est sa grand-mère qui l'aidait à bien attacher le manioc, parce que quand la grand-mère elle a attaché le manioc, c'était propre. Et donc du coup, quand ma mère partait vendre pour pouvoir nourrir la famille, les gens payaient le manioc que la grand-mère attachait. Donc tellement elle attachait bien le manioc, c'était vraiment propre. Et après, quelques mois après, la grand-mère aussi elle décède. Elle était morte d'une maladie. Elle décède. Et ma mère, elle s'est retrouvée seule parce que sa maman était dans un autre village. Dans le village où elle était avec notre papa et mes frères et sœurs, elle était seule. Elle s'est retrouvée seule juste avec des frères et sœurs. Bon, une famille un peu éloignée, quoi. Donc, elle s'est retrouvée seule sans la grand-mère. Maintenant, quand il s'agissait maintenant de faire le manioc, parce que c'est le commerce qui nourrissait la famille à cette époque-là au village, quand il s'agissait maintenant de faire le manioc, elle n'avait personne pour l'aider pour attacher. Malgré qu'elle-même, elle se débattait pour pouvoir attacher le manioc. Elle n'arrivait pas. Parce que la façon dont elle attachait était vraiment différente de la façon que sa grand-mère attachait le manioc. Donc, du coup, quand elle attachait le manioc, c'était pas présentable. Quand elle partait vendre, bien que le manioc était propre à l'intérieur, mais à l'extérieur, c'était pas présentable. Donc, quand elle partait vendre, les gens n'achetaient plus comme avant. Donc, du coup, elle commençait à penser à sa grand-mère qui était morte. Elle commençait à se dire, bon, dans ce village où je suis, c'est toi qui m'aidais, c'est toi qui m'aidais à attacher le manioc quand tu étais là, quand tu attachais le manioc se vendait très rapidement. Les gens payaient le manioc, les gens passaient même des commandes. Mais depuis que tu n'es plus là, là je me retrouve seule avec les enfants, avec le mari qui est malade, d'autres enfants aussi sont malades à cause de la vie au village. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais nourrir cette famille? Elle commençait à pleurer. Et puis un jour, elle le manioc comme d'habitude, malgré qu'on ne payait plus comme avant, mais elle fait quand même le manioc parce que c'est le commerce qu'elle faisait à l'époque. Elle fait quand même le manioc. Quand elle finit de faire le manioc, elle, elle prend le manioc, elle emballe le manioc, elle va au marché, au grand marché, elle va vendre le manioc. Et quand elle va vendre, elle remarque qu'il y avait une vieille dame, vraiment une vieille dame qui était venue payer ce manioc. Cette vieille dame-là, quand elle vient, elle dit, Madame, j'ai besoin du manioc, mais je n'ai qu'une pièce de 100 francs. Ah, à l'époque, maman vendait le manioc là à 200. Ah, elle s'est dit, bon, de toutes les façons aussi, le manioc en question aussi,
parfois ça rentre à la maison. La plupart du temps, ce que j'emmène là, parfois c'est seulement la moitié que je vends. Je suis obligée de transporter encore le reste de la marchandise à la maison. Elle dit, je vais te donner le manioc là, cadeau. Elle dit à la vieille dame, je vais te donner le manioc là, cadeau. La vieille dame dit, non, j'ai mes 100 francs, prends les 100 francs, donne-moi le manioc. Maman aussi elle a pris les 100 francs de la vieille dame là, elle a donné le manioc. C'était vraiment une très vieille dame. Et elle a remarqué que, au fur et à mesure que la vieille dame avançait, donc c'est comme si elle avait disparu seulement comme ça, quoi. Comme elle disait, la vieille dame, c'est comme si elle avait disparu parce que elle n'avait même plus revu la vieille dame dans le marché. Donc du coup, la nuit est tombée, elle est rentrée. Mais bizarrement, ce jour-là, tous les maniocs qu'elle avait emmenés, c'était fini. Donc elle était contente, elle a fait le marché pour venir nourrir la petite famille. Elle est rentrée à la maison, elle avait des pièces qui restaient. Et parmi ces pièces-là, la pièce de la dame se retrouvait, de la vieille dame se retrouvait dans son porte-monnaie. Quand elle est rentrée à la maison, elle a fait à manger, il était maintenant temps de dormir. Quand elle dort, elle rêve, sa grand-mère qui vient, qui dit « Vraiment, tu m'as vraiment bien accueillie ». Elle commençait à parler avec elle dans le songe. Elle commençait à dire tout le temps que, à chaque fois que tu pleures, je te vois seulement pleurer. Elle commençait à enseigner à notre maman comment bien fermer le manioc dans le rêve. Hein. Elle commençait à enseigner à ma maman, le manioc, faut pas pleurer. Quand tu fais le manioc, faut pas pleurer. Parce que quand tu pleures, c'est là où tu es en train de réduire encore tes chances de bien vendre la journée. Le manioc, il faudrait attacher le manioc comme ceci, comme cela. Elle commençait à montrer à ma maman comment attacher le manioc dans le rêve. Et puis elle dit, je suis venue te payer le manioc. Je t'avais donné une pièce de 100 francs. Cette pièce-là, garde la pièce-là. À chaque fois que tu iras, tu dois garder la pièce. Elle commence à dire, mais comment je saurais que c'est la pièce que toi tu m'as donnée? J'ai tellement de pièces dans mon petit porte-monnaie, comment je vais reconnaître ta pièce? Elle dit, quand tu vas te réveiller, tu trouveras la pièce à côté de toi, la pièce de 100 francs à côté de toi. Cette pièce-là, tu vas la prendre, tu vas la mettre à part. S'il faut mettre un signe. Comme ça, tu ne dois pas confondre la rendre dans la différence, quoi. Cette pièce-là va t'aider. À maman, si c'est comme ça, elle s'est réveillée. Elle a réalisé que c'était seulement un rêve. Mais quand elle s'est réveillée, elle a ressenti qu'il y avait une présence de la pièce. Elle a prié le matin. Comme d'habitude, elle a pris la marchandise. Elle a retrouvé aussi la pièce, la même place que la grand-mère avait indiqué dans le rêve. Elle a retrouvé cette pièce-là aussi. Là. Elle a pris la pièce. Dans la pièce en question, elle avait attaché un petit pan. Elle avait enroulé ça sur un petit pan. Comme ça, elle ne va pas s'embrouiller. Donc, quand elle partait vendre, elle mettait cette pièce-là. Elle mettait cette pièce-là, lorsqu'on met l'argent, quoi. Elle mettait la pièce là là-bas. Et dès qu'elle mettait la pièce là là-bas, sa marchandise ne mettait pas du temps. Donc, quand elle partait vendre sa marchandise, faisait qu'une heure du temps. 1 heure maximum, la marchandise finissait. Elle finissait. Donc, du coup, c'était maintenant l'habitude. Et jusque même, comme elle disait, jusqu'on est sorti jusqu'à la fin de la guerre, on est sorti du village, on est retourné à la ville. Elle avait toujours la pièce là. Parce que quand elle est retournée, quand la famille est retournée à la ville, il fallait encore réapprendre à vivre en ville. Donc, trouver de l'argent pour subvenir aux besoins de la famille, pour trouver la maison, parce que quand ils sont revenus, on avait tout pillé. Donc, il fallait encore réapprendre à vivre à la ville. Et elle disait que tout ce qu'elle vendait, dès qu'il y avait cette pièce-là, tout ce qu'elle vendait, ça marchait. Tout ce qu'elle faisait marchait. Et après, à un moment donné, quand il y avait eu maintenant une stabilité, la pièce avait disparu. Quand il y avait eu, c'est ce qu'elle disait, que dès lors que la stabilité commençait à revenir dans la famille, la pièce, elle avait disparu et jusqu'à aujourd'hui, elle n'a plus jamais retrouvé cette pièce-là. Donc c'était ça ma petite histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonsoir DMG, j'espère que tu vas bien et que toute la communauté se porte très bien. Donc, je voulais te raconter une petite histoire
après mon séjour cet été au Cameroun. Donc, moi, ça fait longtemps que je ne vis plus au Cameroun, mais je retourne très souvent pour les événements qu'on fait à l'Ouest, parce que je suis de l'Ouest. Et ces événements-là, qui sont souvent des fêtes, parfois ce sont des démonstrations de puissance et on ne se rend pas compte. Donc cet été, je pars au Cameroun avec mon enfant et on va pour une fête qui a eu cet été à l'Ouest, une fête grandiose. Donc beaucoup de familles sont représentées. Et arrivé sur place, avec tout ce qui se passe au Cameroun et tout ce qui se passe au village, on a un frère de ma grand-mère qui décide que bon, bah, il va blinder, enfin, nous donner des petits trucs à manger à tous les enfants de ma grand-mère et les petits-enfants et les arrière-petits-enfants. Donc, bah, ouverte à notre culture, je ne dis pas non. Ma grand-mère lui fait plus que confiance. Je me renseigne auprès de ma mère, est-ce que je peux manger? Elle me dit oui, et puis on en donne à mon fils. Sauf que quand j'arrive au Cameroun, j'ai une babysitter. Et ma babysitter, elle n'est pas de l'Ouest. Donc, nous voilà, on est au village. Et bon, bah, j'ai mon hôtel à Bafoussam, un peu à côté, quoi. Nous voilà, on fait des allers-retours en taxi entre l'hôtel et puis la cour familiale dans le fin fond du village, quoi. Après cet événement-là, après que mon oncle nous ait blindés, il se passe plein de trucs. En fait, je vois autrement. Mais je me dis, bon, peut-être c'est parce que il y a trop de monde, on réfléchit plus qu'il ne faudrait et tout. Me voici, je quitte la cour familiale, je pars pour réparer ma robe en ville. Je prends le taxi, il y a une vieille dame qui partage le taxi avec moi. Au départ, tout va bien. Sauf que pendant le trajet du village à l'hôtel, la dame se met à sentir mauvais. Elle sent mauvais et sent la charogne et la viande de pourri. Donc, à un point que quand j'arrive pour réparer mon vêtement, je retourne à l'hôtel prendre une douche. Et quand je reviens à la cour familiale, on me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es lavé et tout? Je fais, bah, il y a une dame qui est rentrée dans le taxi. Elle sentait tellement mauvais qu'elle m'a imprégné de cette odeur, je sais pas et tout. Donc, j'ai dû aller reprendre une douche. Donc, pas de souci. Ma grand-mère me demande, elle est comment cette dame? Je dis, bon, c'est une maman du village, quoi. On parlait pas toi-même dans la voiture, donc rien. Nous voici. Le soir, bah, il faut que je raccompagne ma babysitter à l'hôtel, puisqu'elle n'est pas de chez nous. Elle ne peut pas dormir dans notre cour familiale. Donc, voilà, je reprends le taxi avec ma babysitter. Devant nous, il y a une moto. Et la route était plutôt large, hein, puisque c'est une route que je faisais 3 4 fois dans la journée. Et la moto, au fur et à mesure qu'elle avance, ça devient une petite lumière. Et je sens la voiture se resserrer à gauche, à droite, comme si le chemin était devenu étroit. Et là, le taximan qui commence à parler, il était devant tout seul, moi j'étais derrière avec ma babysitter et mon fils. Il commence à parler et moi j'ai le réflexe de parler en patois. Et je dis, cet enfant, elle n'est pas de chez nous. Donc, on ne sait pas où est-ce que vous nous emmenez. Mais à cette heure-ci, les retombées, je ne crois pas qu'on va pouvoir assumer. Je dis ça en patois. Et puis, d'un coup, la voiture, la route se réagrandit. DMG, la route s'est réagrandie. On sentait plus l'herbe qui tapait sur la voiture et tout. Et puis, le chauffeur de taxi qui me demande, tu viens d'où? Je lui donne le nom de la cour de mon grand-père. Il me dit, vous êtes venu faire quoi ici? Je fais, bah, tout le monde sait ce qu'on est en train de faire ici. Donc, à cette heure-ci, c'est un événement de l'Ouest. Il y a toutes les familles, des générations et des générations. Donc, si c'est une invitation, que tu grattes et tout. Il me dit, où on te pond? Il me dit, en gros, tu as bien parlé et tout. Je dis oui. On arrive et puis on arrive à l'hôtel et puis ma babysitter elle me dit pourquoi tu as commencé à parler en patois? Je fais bah je suis dans mon village, c'est un réflexe qu'on a. Elle me fait non, j'ai vu la route se resserrer comme si la route qu'on emprunte en journée avait changé. Je dis bah je sais pas pourquoi ça a été un réflexe et tout. Donc pas de souci, on va, on finit l'événement et tout. Chacun va qu'à ses occupations. Oh, DMG, le reste de mon séjour au Cameroun, c'était une catastrophe. J'ai dû accélérer mon retour. C'était quelque chose. Je dis, en pleine ville, je dis, on est retourné sur Yaoundé, en pleine ville, j'ai vu un oiseau et une souris se battre
en plein Yaoundé, au Carrefour Sorcier. Après, je voyais, en fait, je ne sais pas, j'analysais plus les situations et tout. Et je me dis, peut-être il s'est passé un truc, du coup, les gens autour croyaient qu'on voyait autre chose qu'on devrait voir, en fait. Bref, pour dire en gros, parfois quand vous ouvrez les yeux à quelqu'un, prévenez-lui que vous l'avez ouvert les yeux. Parce que trop de choses ont changé. Trop de choses ont changé, même au niveau de ma façon de voir. J'analysais plus les choses simplement. Parce que les choses que je voyais, elles étaient plus simplement. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la famille DMG, bonjour. Et je viens de raconter l'histoire qui s'est passée le samedi passé. Samedi passé, j'étais fâchée chez moi. J'étais fâchée, je me suis dit, bon, comme tu m'embêtes, du coup, je préfère d'aller me balader. Et je sors, je m'habille, je me fais belle le jour-là. Je suis partie, je suis arrivée vers la sortie, je dis, je dois partir même où? J'ai fait seulement la bouche à la maison que je dois sortir. Je n'avais même pas l'endroit. Je n'avais même pas quelqu'un d'aller visiter. Vous savez, là, on n'est pas plus voir quelqu'un comme ça. Il faut d'abord appeler, même 2 jours après, de donner la position. Mais moi, je sors de chez moi. Je pas de monde, je vois les gens comme ça. Et ça ne fait pas beau. Et je me demande, je dois aller où? Laisse-moi dire, va à la plage. Je pars à la plage. Il était déjà du 7h. Parce que je suis quittée chez moi à 16h fort. 17h pile, quelque chose comme ça. Je suis partie, il y avait des gens qui s'est lavé, il y avait de l'eau qui était un peu fâchée. J'ai dit aux enfants, là, sortez, sortez, sinon là, il est déjà 17h, c'est pas bon, sortez. Les enfants, ils ont sorti, ils s'habillent. Je dis, oh, les enfants là, leurs parents les laissent comme ça de venir se laver à l'heure là, vraiment. Ils sont partis. Moi, je avançais encore un peu là où il y a le caillou, j'étais assise. Quelques heures après, je vois la voiture venir garer derrière moi. Bon, je regarde comme ça vers... au goudron là-bas, je regarde comme ça 2 dames et un homme. Ils sont venus, qui sortaient de la voiture. 2 dames s'approchaient de moi. Oh, bonjour ma chérie, bonjour, on peut s'asseoir. Je dis, il n'y a pas de problème. L'autre et les 2 dames étaient assises de mon côté. Et aussitôt, les 2 dames parlaient les langues. Je ne sais pas ça c'est quelle langue là. Elles parlaient les langues. Après, à un moment donné, on m'a dit, bon, ma chérie, on arrive. Je dis, il n'y a pas de problème. Ils sont partis de l'autre côté, vraiment un peu loin, là où il y avait beaucoup de gens. Là où il y a de bars, machin. Mais moi, là où j'étais là-bas, j'étais seule. C'est comme ça que le gars sort, vient ici. Oh, bonsoir, ma chérie, tu es belle. Je dis merci. On peut s'asseoir. Je dis non, tu peux t'asseoir. Oh non, on peut s'asseoir. Après, je dis oui, tu peux t'asseoir. Et le gars est venu s'asseoir. Et je sens maintenant que comme s'il y a 2 personnes qui sont venues s'asseoir de mon côté, qui sont assises au fait. De mon côté, de l'autre côté, il y a quelqu'un, de l'autre côté, il y a quelqu'un, je suis étouffée. Oh non, ma chérie, tu sais, je suis un peu pressée, je suis venue te voir là. Comment on fait un jeu? Je veux que je rentre en toi et je sors, je te donne 2,5 millions. Je sais que tu as des problèmes d'argent, je sais que ta vie ne marche pas. Il a commencé à raconter beaucoup de choses. Je dis, papa, donc tu vois dans la vie là, tout le monde a besoin d'argent. Même si tu as des milliards, tu dois forcément chercher l'argent. L'argent là, que ça ne suffit pas. Ne pense pas que moi là où je suis là, j'ai besoin d'argent et toi tu n'as pas besoin d'argent. Tout le monde dans ce monde là, on a besoin d'argent. Parce que l'argent ne suffit pas. Le preuve que tu peux faire à l'époque. J'avais des intentions. Quand je veux commencer à faire la tontine de 10 000 jours, je dois réussir ma vie. Quand j'ai commencé à faire la tontine de 10 000 jours, je cherche ça fait la tontine de 20 000 jours. Pour te dire que papa, l'argent ne suffit pas. Le jour que je dois faire la tontine de 20 000 jours, je dois avoir encore l'idée de faire la tontine de 30 000 jours. Donc papa, l'argent, j'ai donné quand même le gars un peu des exemples de ma vie à moi-même. Je dis, papa, l'argent ne suffit pas. J'ai ma grande soeur qui fait la tontine de 50 000 jours. 50 000 jours toute l'année. 50 000 jours. Mais là, il me dit que je vais maintenant faire la tontine de 100 000 jours. Pour te dire que l'argent, là, tu dois avoir des millions chez toi. Tu dois avoir toujours besoin d'argent. C'est comme une femme, tu as même 10 millions, mais tu veux seulement que l'homme te donne 50 000. Tu vois, non? C'est comme ça, l'argent ne suffit pas. Les 50 000 qu'on va te donner, tu vas avoir beaucoup de besoins sur ça. Mais tu as l'argent plus que l'homme, par exemple. Donc, papa, l'argent ne suffit pas. Je sais, mais l'argent, ça s'ajoute aussi. Comme tu sais que tu as déjà un peu, je vois que tu es quand même quelqu'un. Je veux que je rentre sur mon toit et je te donne 2,5 millions. Et comme ça, il ouvre le sac, il monte l'argent. Il fait sortir la place, là où il y avait des enveloppes kaki. Il monte l'argent. Je dis, papa, merci, j'ai compris.
Et j'ai eu quand même la force de refuser. Et le gars est fâché. Je te dis la façon qu'il était fâché. Dès qu'il est fâché, l'eau est fâché. Quand j'étais là-bas, je savais que l'eau était fâchée, mais c'était pas fâché de cette manière. L'eau sort, donc le vague vient jusqu'à chez moi, mouiller mes habits. Mouiller mes habits, donc le pied jusqu'à donc la partie de ma bouche, la chaussure est bien mouillée jusqu'à mes fesses, bien mouillée. J'étais assise. Bien mouillé, le gars est bien fâché. Je sens qu'il y a quelqu'un qui me coince de l'autre côté. Je suis coincée, je suis étouffée. Et je n'arrivais plus. Du coup, j'ai dit voir l'eau. L'eau arrivait déjà de me mouiller de mes pieds jusqu'à mes jambes. Et j'ai commencé à déclarer de paroles, déclarer. Je dis, Seigneur, je dois partir de je dois sortir de cet endroit. Je dois partir. Je priais. Je veux bouger le pied, je n'arrive pas. Je vais bouger mon corps, je n'arrive pas. C'est ma bouche qui parle. Tout pour moi ne bougeait plus. J'ai dit, Seigneur, je suis sortie de chez moi, je n'étais pas paralysée. Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, donne-moi la force. Aussitôt que dès que j'ai commencé à déclarer des paroles de la Bible, mon Dieu, le gars est bien fâché. L'eau ici est fâchée. Je te dis, Seigneur, aide-moi. Je suis quittée de la plage bien mouillée, mais je ne suis pas rentrée dans l'eau. Après un moment donné, j'ai eu la force. Je montais. Je ne sais pas que 17 heures combien que j'ai quitté là-bas pour monter. Je montais pour arriver au goudron. Je ne sais pas si j'étais vraiment loin déjà. Je vraiment lurais d'arriver. Tu vois que la plage est là, le goudron est là. Mais moi, pour sortir là-bas, je lurais. Et lorsque je suis arrivée au goudron, c'est là où je me rends compte que c'est déjà la nuit. Lorsque j'étais là-bas, je vois c'est comme si c'était encore l'heure vraiment bizarre. J'ai dit, Seigneur, je vois c'est comme si c'est déjà la nuit. Et c'est là où je vois la voiture vient garer encore de mon côté, c'est des agents. Je dis, ah, ça aussi c'est peut-être, c'est pas des agents. Oh bonsoir madame, tu peux présenter ta carte dans ma carte. Mais ta carte est bien mouillée comme ça, là, il y a quoi? Je dis, non papa, j'étais vers de l'eau là-bas, c'est du vague qui vient de me remplir. Puis tu savais, on m'a comme ça me donne des conseils. Vous savez que la nuit là, à la plage, il y a beaucoup de gens qui veulent faire leur travail. Tu restes la nuit, heureusement que tu as la carte, on voulait t'amener. Et dernier jour et premier jour de venir se balader. Voilà pourquoi on a l'habitude de vous chasser ici vers 17h. 18h, 17h, de libérer la plage. Voilà, tu rentres chez toi mouillé. Je ne sais pas si tu es venu faire tes astuces ici, je ne sais pas. Je n'avais pas la force de bien parler avec eux. On m'a fait traverser. Il y en a quelqu'un qui était là-bas bien gentil. Il m'a attrapé, il m'a fait traverser. Il m'a dit, tu vis où? Je dis, je vis au charbonnage. On m'a mis dans la voiture, je suis partie. L'argent que je payais, c'était bien mouillé. Téléphone bien mouillé. La carte bien mouillée. Mon argent qui était dans mon sacoche bien mouillé. Je suis partie, je suis vraiment fatiguée. C'est comme si j'étais loin, fatiguée. Et c'est lorsque je suis rentrée à la maison. Je priais 2 mots, 3 mots. Quand vu que ma fille prie, elle a commencé à prier pour moi. Je lui ai dit, il faut appeler Yaya. Elle a appelé Yaya, Yaya est venue. J'ai essayé de faire échange avec ma conseillère. Elle a dit, tu ne veux pas dormir comme ça, on va aller voir l'homme de Dieu. On est parti voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a prié. On a dit, demain, il faut venir prier. On va prier. On va intercéder pour ta soeur, sinon c'est compliqué pour elle. Et lorsque je suis partie dormir la nuit, je rêvais le gars. Il changeait le visage. Le chat, le chien... le cabri vraiment le truc là, comment ça s'appelle, l'autre là, je ne sais pas comment on appelle ça, et la tortue. À la dernière minute, il s'est transformé en tortue. Il est rentré dans l'eau et je me réveille comme ça là. Et dès que je me réveille, je ne sais pas si c'est des pensées ou bien des idées. Je vois c'est comme si c'est le même gars qui est devant mon lit. Et j'ai commencé à crier. C'est là où tout le monde s'est réveillé. On a prié. Et je fais 2 jours, je seulement vu le gars dans mon sommeil. Et là, maintenant, ça va. On m'a dit vraiment que les esprits, ce sont des gens qui sont dans la loge, ils ont des esprits de zoo. Ils sont dans la loge, ils sont là-bas pour venir gaspiller la venue des gens. Si je voulais accepter que le gars rentre en moi, il sort, il voulait vendre peut-être mes enfants ou bien quelque chose de bizarre voulait m'arriver. Mais je sais que les gens là, ils sont toujours dans le monde. Je voulais parler à mes frères, à mes soeurs, parce qu'il y a 2 dames aussi qui partaient chercher les hommes. Et il y a le gars là aussi qui était là-bas pour chercher les femmes. Donc, il y a des hommes qui sont là, qui peuvent accepter. 2 millions, c'est pas du gâteau. 2 millions, c'est beaucoup. Alors que lorsque je suis sortie chez moi, j'avais seulement un problème de 50 millions qui m'a énervé. Que j'ai demandé
qu'on m'a pas donné, qui m'a énervé. Et quand tu sors, tu trouves quelqu'un te propose 2 millions. Et j'avais même un esprit pour refuser. Imagine-toi, tu demandes l'argent à ton gars, tu te rends compte qu'il a l'argent, il ne te donne pas 50 000. Et quand tu sors, quelqu'un te propose 2 millions. C'est pas facile, hein. C'est difficile. C'est pas vraiment du gâteau. Mais je suis sortie de là-bas. Je dis non. Je travaille mon argent, je gagne les 2 millions là. 2 millions c'est quoi? Je vais vendre mon âme à coût de 2 millions. Il me propose de faire ça chaque samedi. C'est pas qu'on fait ça et c'est fini chaque samedi. Maintenant je pars là-bas à 17h, il faut que je démarre. Et 18h00, on se croise, on fait ça. Donc très attention à vous qui partez vous balader, vous cherchez les hommes à la plage, vous partez chercher les femmes à la plage. À la plage, il y a beaucoup d'esprits, beaucoup de choses qui se passent là-bas. Moi, si je n'étais pas fâchée, peut-être jusqu'aujourd'hui, je ne pourrais pas savoir qu'est-ce qui peut me croiser à la plage. Je pouvais peut-être me balader jusqu'à 19h parce que c'est pas la première fois que quand je suis fâchée, je pars à la plage. Ça peut être 3 ou 4 fois que je suis fâchée, je pars prendre de l'air à la plage. Donc j'espère qu'il y a beaucoup de femmes, d'hommes qui se comportent comme moi, du genre, bon, je vais pas d'abord prendre de l'air, même si tu n'as pas de problème. Je vais pas d'abord prendre de l'air à la plage, mais apparemment à la plage en question, il faut faire très attention. Très attention parce que le dehors est vraiment risqué. Je ne veux pas que ce qui arrive en moi, qui arrive aussi à quelqu'un d'autre. Depuis qu'on a DMG, si, peut-être que ce qui m'a sauvé, je peux dire, c'est l'émission des DMG. Si je ne me trompe pas, parce que si je n'avais pas DMG, les histoires de DMG dans ma tête, peut-être je voulais accepter parce que c'est l'argent. Mais le fait de, je suis là, je le fiche au moins, je travaille, j'écoute DMG toute la journée. On m'a dit même que toi tu as quel problème avec DMG. Je dis les histoires qui passent là-bas et ça me donne la force, ça me donne l'intelligence. Je dois savoir comment je dois marcher. Et à travers de ces histoires, et j'ai déjà des conseils que je peux conseiller à ma fille. Donc c'est un peu ça. Si peut-être j'étais pas dans ça, je voulais dire 2 millions c'est beaucoup. Là, le gars là m'a pas donné 50 000, je voulais accepter. Mais grâce à DMG, je suis sauvée. Donc voilà pourquoi moi aussi je dois pas garder ça. Je dois venir partager ça pour que ça n'arrive pas à quelqu'un. Donc c'est un peu ça, je vous laisse. Bisous à tous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Commentez, likez, partagez. Bonjour DMG ou bonsoir. En tout cas, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez recevoir l'histoire. Je suis gabonaise, je suis à Libreville, dans un quartier de Libreville. Alors, l'histoire que je vais raconter tout commence mercredi. Dans la nuit du mercredi, puisque généralement à Libreville, il fait souvent très chaud, donc on a l'habitude de se laver aux heures tardives, c'est-à-dire 24 heures, 1 heure après avoir veillé. Donc ma petite soeur voulait se laver, elle avait déjà mis son seau d'eau dehors, elle voulait aller à la douche, mais il y a un papa du genre, c'est un papa dans le quartier, tout le monde a pitié de lui. Déjà, il ne marche pas bien. Il a l'habitude de puiser de l'eau, genre, il est comme quelqu'un de dérangé, quelqu'un qui n'a pas tous ses sens. Donc, il fait pitié aux gens dans le quartier et tout, bref. Donc, le monsieur, il était debout. Le monsieur en question, il était debout dans la cour. Donc, elle a remarqué que le monsieur avait mis du temps debout. Il ne faisait que regarder de gauche à droite si les gens le voyaient. On ne sait pas vraiment ce qu'il voulait faire. C'est là où elle m'appelle. Elle me dit, je vais donner un nom d'emprunt. Déborah, viens te voir ce que je suis en train de voir. Donc, quand je me lève, parce que j'étais au salon, quand je me lève, je me place devant la porte. On a commencé à guetter le monsieur. Il était là debout. On ne sait pas ce qu'il faisait, on ne sait pas ce qu'il voulait. Il était là debout, il observait. Un monsieur dont tout le monde a pitié, il fait vraiment pitié. Il ne marche même pas bien. Il était là debout. Quand il a vu qu'il n'y avait personne, mais il ne savait pas qu'on était en train de l'observer. Hein. Donc, quand il a vu qu'il n'y avait personne, il a mis sa main dans la poche. Il a fait sortir des feuilles vraiment bizarres. Il a commencé à frotter ça dans sa pomme. Il a frotté. Ensuite, il a fait rentrer dans son pantalon. Il fait rentrer dans son pantalon. Il frotte. Ensuite, il balance ça au sol.
là où les gens passent. Il a fait ça même devant chez nous. Il frotte, il prend les feuilles, il frotte dans son pantalon. Ensuite, il balance. Il a fait ça un peu aux alentours, un peu autour, quoi. C'est-à-dire les maisons qui sont un peu aux alentours de chez nous, là. Derrière, même chez notre propriétaire. Vu qu'on avait même filmé après qu'il ait terminé de faire ça. Donc, il a fini de faire ça et tout. Ma petite sœur et moi, nous sommes sortis. On a pris le sel, on a commencé à verser, on a commencé à dire, nul et sans effet, peu importe ce qu'il a voulu faire et tout. On a commencé à verser le sel et tout. Nous sommes rentrés dormir. La nuit du jeudi est passée, c'est-à-dire hier, c'est passé, je crois, il a plu dans la nuit du jeudi. Maintenant, vendredi, hier, dans la nuit, bon, puisqu'elle a dit ça à une de ses copines que voilà ce que le monsieur a fait. Il est venu devant chez vous, il a frotté les feuilles et puis il a balancé ça devant votre porte. Donc la petite a dit à son père. La petite est venue m'appeler à la maison. Hier dans la nuit, vendredi 29 décembre 2023. La petite est venue, elle a cogné, coucou, elle m'a vu, voilà, bonsoir tontine. Il y a mon père qui bon, puisque je vais donner ma petite soeur un nom d'emprunt, puisque Sephora m'a dit que voilà, vous avez filmé le monsieur en question en train de balancer les cheveux et tout. J'ai dit, effectivement, on n'a pas filmé le monsieur, on ne pouvait pas le filmer, sinon il devait voir le flash du téléphone. On a juste filmé là où il avait jeté les feuilles. Après, il m'a dit, ah voilà, papa veut voir la vidéo parce que en ce moment, il a bloqué le monsieur dans la maison, il veut le frapper. J'ai dit, d'accord, nous sommes descendus. Nous sommes allés chez le monsieur en question. Quand je pars, je dis, ah bonsoir, bonsoir. Le monsieur qui faisait ses incantations, ses pratiques, il était là assis. Donc le papa de la fille en question l'avait déjà bloqué. Il me dit, non ma fille, c'est vous qui avez vu comment il est en train de faire ça. J'ai dit, oui, on a vu, on a même filmé les endroits là où il avait versé les médicaments, machin. Il y avait aussi les gens là à la fenêtre. Ils ont dit, vous êtes sûr que c'est lui que vous avez vu? On a dit, oui, c'est lui. On l'a bien vu. J'ai filmé les endroits où il a versé les feuilles et tout. DMG, c'est là où le vampire commence. Donc, au moment où, heureusement, quand je passais, il y avait une maman dehors, mon téléphone était allumé. Elle a vu comment je manipulais mon téléphone. Donc, quand je suis rentrée dans la maison, après toutes les questions et tout, donc j'ai voulu déverrouiller mon téléphone. Le téléphone bug, alors que mon téléphone n'a pas de problème. Le téléphone bug. J'ai dit, oh, bon, j'ai dit peut-être, je sais pas. Quand je vais mettre le mot le schéma, ça se bloque et ça s'éteint. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'essaye d'allumer le téléphone, ça ne s'allume pas. Donc, c'est là où j'ai dit au monsieur que voilà, mon téléphone ne s'allume plus. C'est là où le monsieur dit, ah bon? Donc, c'est ce que tu fais le vampire. Dis-moi qui t'a envoyé. Qui est-ce qui t'a envoyé venir verser les médicaments devant les maisons des gens? Le monsieur tremblait déjà, c'est-à-dire le papa qui a versé les médicaments, il tremblait. Il parlait en langue maternelle de chez nous ici au fond. Il disait, oh non, personne ne m'a envoyé. Il tremblait déjà. Jusqu'à le monsieur a voulu le couper l'oreille. Mais sa fille l'a attrapé. Il a dit non, comme tu ne veux pas parler, je vais te couper l'oreille et tout. Oh non, il a nié. Personne ne m'a envoyé. Mais tout ça, il disait ça en langue maternelle. Personne ne m'a envoyé. Jusqu'à présent, mon téléphone ne s'allumait pas. Hein. Il a dit, sors, je ne vais plus te voir chez moi. Donc, moi, je te donne la nourriture. On a pitié de toi dans le quartier. Mais pendant la nuit, toi, tu te lèves pour verser les médicaments devant chez les gens. Pendant que les gens dorment, tu te réveilles aux heures tardives pour verser les médicaments. Je ne veux plus te voir chez moi, plus jamais. Le papa en question est sorti. Jusqu'à présent, mon téléphone ne s'allumait pas. J'avais déjà mal au cœur que mon téléphone s'est gaspillé et tout. Il m'a bloqué le téléphone mystiquement et tout. Je montré à tout le monde, devant tout le monde, le téléphone ne s'allumait plus. Et mon téléphone a une batterie incorporée, donc je ne pouvais même pas faire du genre, j'enlève la batterie, j'essaye d'allumer et tout.
Je suis montée chez moi. Comme je vis chez, disons, la grande sœur de mon petit ami, pour l'instant, je suis avec elle. Donc, je suis venue l'expliquer que, ah maman, voilà ce qui s'est passé et tout. Arrivé devant, le téléphone ne s'allumait plus et tout, machin. On a même essayé de brancher le téléphone, ça ne s'allumait plus. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris le téléphone. Elle a pris le téléphone, elle est descendue. Elle m'a demandé, le monsieur, le papa, là, j'ai dit, il est assis dans le bar là-bas, il est en train de manger. Donc, elle est rentrée dans le bar. Les gens lui ont d'abord dit, ah, tu vas aller lui donner le téléphone, mais il n'a pas touché le téléphone. C'est quelque chose qu'il a fait mystiquement parce que la preuve était dans le téléphone. C'est quelque chose qu'il a fait mystiquement et tout. Donc, même si tu parles lui dire d'allumer le téléphone, il va dire qu'il n'a pas touché le téléphone. Ma belle-mère rentre dans le bar. Elle voit le monsieur, il était assis. Le papa en question, il était assis. Elle dit non, est-ce que tu me connais? Comme elle aussi, elle est du genre un peu spirituel et tout. Elle dit au papa, non, toi là, est-ce que tu me connais? Toi, tu viens souvent à la maison là-bas, tu prends la clé du toilette, tu pars souvent faire les pratiques dans nos toilettes là-bas et tout, alors que tu ne restes pas là, ma chère. Le téléphone là, allume-moi ça. Tu m'allumes le téléphone. Tu m'allumes le téléphone là. Donc, le papa était seulement là, il répondait, Elle dit, tu m'allumes le téléphone là. Le téléphone était dans ses mains, était dans les mains de ma belle-mère. Elle dit, tu m'allumes le téléphone là. Est-ce que tu comprends? Allume-moi ça. Et si quelque chose arrive à mes enfants, tu vas voir ce que je vais te faire. Allume-moi le téléphone là. Tout d'un coup, c'est ma belle-mère qui avait le téléphone. Hein. Le téléphone a vibré dans sa main. C'est-à-dire, il n'a appuyé aucun bouton. Elle n'a appuyé aucun bouton, même pas le bouton d'allumage, rien. Le téléphone a vibré dans ses mains, ça s'est allumé. Tout le monde dans le bar a crié « Oh, oh !» Donc, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Quand elle est sortie avec le téléphone, elle est venue me dire « Voilà, il a allumé le téléphone. » Tout le monde était étonné. « Oh, donc, tu es un sorcier, machin. On te voit dans le quartier, on te néglige, les gens ont pitié de toi. » DMG, je te dis, une personne qui ne marche pas bien. Il ne marche pas bien. Une fois, il a allumé le téléphone mystiquement. Il s'est levé, il est sorti du bar. Il a couru. Il est parti en courant. Il est parti en courant, il a fui. Tout le monde a commencé à crier, oh non, le papa la court, même quelqu'un qui ne marche même pas, donc qui court. Oh vraiment, vampire, machin, vraiment. C'est un peu ça. Moi qui vous raconte l'histoire, c'est une histoire que moi-même j'ai vécue hier. Une histoire qui a commencé mercredi. Et c'est hier que l'affaire a déclenché. Donc, la morale dans tout ça, c'est quoi? Vraiment, quand on voit les gens dans les quartiers et tout, vraiment, on ne néglige pas les gens. Parce que parfois, tu peux voir une personne, parce que je peux dire qu'il est infirme. Il ne marche pas bien, il fait pitié, il n'a pas de domicile fixe. Les gens ont pitié de lui dans le quartier, mais qu'est-ce que lui il fait? Il se réveille au milieu de la nuit, il verse les médicaments devant les portes des gens. Donc vraiment, ne négligeons pas les gens. En ce moment-là, il ne faut même plus avoir pitié. Parce que tu as pitié de quelqu'un, tu lui donnes à manger, mais au milieu de la nuit, quand tu dors, la personne vient devant ta porte te faire les médicaments. Tu te réveilles un matin, tu viens passer, tu ramasses je ne sais quoi, une maladie intraitable. On ne sait pas comment tu as fait pour ramasser la maladie, on ne sait pas. Donc vraiment, faites attention aux personnes avec qui vous... faites attention aux personnes que vous abordez dans les quartiers. En ce moment-là, même les personnes qui font plus pitié, vraiment, ce sont les personnes qui sont en ce moment les plus dangereuses. Parce que peut-être physiquement, il fait pitié, mais spirituellement, peut-être c'est une grande personne, une personne respectée. Parce que dans leur monde là-bas, eux, apparemment, ils sont des grands quelqu'un. Donc, vous voyez un peu, si nous, on n'avait pas vu le papa en train de verser le feu et tout, il devait toujours continuer. Il devait toujours continuer. Donc, en ce moment, faites attention. Faites vraiment attention à vous. Même les gens qui aiment souvent embêter, ils voient les papas en route, ils commencent à l'embêter parce que vous voyez, quelqu'un ne parle pas bien, il ne marche pas bien, vraiment, faites attention. Ces personnes sont vraiment très dangereuses. Nous, on néglige.
eux, ils sont vraiment très dangereux. Voilà, c'était un peu ça mon histoire. C'était ma première fois de monter. J'espère que l'histoire vous a plu. J'attends vos commentaires. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Toujours laissez un like, s'il vous plaît. Laissez un like. Bonsoir DMG, bonsoir toute la communauté de DMG. Je viens comme ça raconter encore une histoire vécue par moi-même. Mon histoire s'est passée en 2018, le 16 décembre 2026. À la veille du 16, je fais un rêve là où je vois un cercueil dans ma chambre. Je me rapproche du cercueil dans le rêve, le cercueil recule, j'avance, le cercueil recule parce que moi, j'avais en fait envie de voir qui était dans le cercueil. Donc c'est comme ça que je me suis réveillée. J'ai expliqué à mon ami que non, je viens de voir un cercueil et puis bon, j'essaie de voir qui est dedans, je n'arrive pas. J'ai fait ma prière et je me suis rendormie. En me rendormant, peut-être 2 heures après, 2 heures de temps après, 2 heures de temps après, mon téléphone sonne, c'est mon aîné qui appelle. Il était dans les 3 heures du matin par là. Elle m'appelle, elle est en train de pleurer. Je dis, il y a quoi, tu pleures, tu m'as jamais appelé à pareil, il y a quoi? Elle avait du mal même à s'exprimer. Je dis, non, il y a quoi, calme-toi. Explique-moi ce qui ne va pas. Elle m'a dit, non, ma soeur a perdu l'enfant. Donc la 3e des filles a perdu l'enfant. Je dis, comment ça, l'enfant avec quoi? Oh, l'enfant avait l'angine et puis... elle est décédée. J'ai dit, mais moi, je souffre souvent d'angine. Comment se fait-il que l'angine va tuer l'enfant? Oh, il y avait une négligence médicale. Ils ne l'ont pas amené à l'hôpital parce que l'enfant était du côté de son père. Donc, ils ne l'ont pas amené à l'hôpital. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Non, je ne peux pas venir là-bas parce qu'il se fait déjà tard. Une fois que le jour se lève, je serai là-bas. On s'est séparés au téléphone là. Le matin, à la première heure, je me suis levée. Je suis allée vers mes grandes sœurs. Et de là-bas, nous sommes allés à l'hôpital là où l'enfant a rendu l'âme. En allant à l'hôpital, l'enfant était toujours à l'hôpital, mais le côté paternel, ils ont pris des décisions d'eux-mêmes. Ils ont pris l'initiative de déplacer le corps pour la pompe funèbre. Et en fait, sans nous attendre, ils ont fait toutes ces tracasseries-là le matin. Donc, nous, on n'était même pas encore informés. Quand on vient à l'hôpital pour voir le corps de l'enfant, on nous fait comprendre que l'enfant n'est plus là, l'enfant est déjà à la pompe funèbre. Je dis, mais on ne peut pas prendre l'initiative de déplacer un corps sans pourtant demander l'autorisation. Et le papa de cet enfant est décédé depuis, donc elle est restée avec la mère de son défunt père 3 mois avant que l'enfant décède, parce qu'il est décédé le même mois en tout cas, elle décède en décembre, donc 3 mois en arrière, le papa s'était décédé la même année de 2018 là. Elle-même, elle meurt, elle ne savait pas que son papa était décédé, parce qu'on le cachait, elle était âgée de 11 ans, donc on ne voulait pas attrister l'enfant, on disait à l'enfant que le papa était en voyage. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à faire des tracasseries, un peu de papier et autres là. C'est vrai que ça, la notion était tendue parce qu'on disait qu'on ne peut pas garder un enfant plus d'une semaine, l'enfant à l'angine. Et c'est à la veille, en fait, le même jour que l'enfant décède, c'est le même jour qu'il décide d'emmener l'enfant à l'hôpital. Donc, elle va rendre l'âme à l'hôpital. Donc, c'était un peu ça, ça a été un peu tiraillé. Donc, on a fait les papiers qu'on a pu faire. Et le 25, le corps de l'enfant était sorti le 24 et le 25, on a inhumé. On est rentré chacune chez soi. Quelques jours après, je crois, c'était le 30, 30 décembre. Donc là, la nuit du 29 au 30 décembre, je fais un rêve. Dans le rêve, c'est ma grande soeur, une cousine à moi, qui m'appelle. Elle me fait comprendre qu'elle est malade, ça ne va pas, elle pleure au téléphone. Je dis, ah mais tu pleures, ça ne va pas, tu as quel souci? Elle me dit, non, ça ne va pas, si tu ne viens pas, je peux mourir comme ça. Je dis, ah ok, d'accord. Comme ça que dans le rêve, je me retrouve en train de prendre un taxi pour aller chez elle. Quand j'arrive chez elle, je trouve elle est décédée. Je dis, oh, comment ça? Elle a parlé avec moi il n'y a pas longtemps, elle est décédée comment? Donc, en toute l'assistance, mes frères et soeurs étaient en train de pleurer. Puisque celle du rêve, elle et moi, nous sommes cousines. Moi, je suis née avec la petite soeur, elle est née avec la grande soeur. Donc, c'est comme ça que je me réveille. Quand je me réveille, je suis en larmes parce que c'est même mon ami qui me réveille, qui me dit, toi tu pleures quoi dans le rêve et autres. J'explique le rêve. Je n'ai même pas eu le temps de terminer le rêve. Donc aussitôt j'ai eu envie d'uriner, je suis sortie de la chambre pour aller dans les toilettes. Quand je reviens des toilettes, mon téléphone sonne. Depuis les toilettes même, j'écoute comment mon téléphone sonne. On était dans les
7h, 7h, 8h par là. Mon téléphone sonne. Et quand mon téléphone sonne, c'est ma grande soeur, la deuxième des filles qui m'appelle, que la première des filles, donc l'aînée, ça ne va pas. Je dis ça ne va pas comment? En un mot, tout ce que j'ai vu dans le rêve, ça se reproduit. Elle me dit non, ça ne va pas ici, ça ne va pas, il faut vraiment venir. Je dis mais je vais venir. J'ai quoi que dans tout qui fera en sorte que je vienne décanter la situation. Oh non, il faut seulement venir. Je suis arrivée, je dis à mon ami non, accompagne-moi, nous sommes partis. J'avais une nuit d'onction. Je suis pris de chez moi pour arriver avec ça chez ma grande soeur. Quand nous sommes arrivés, ça n'allait vraiment pas. Et ma grande soeur était en train de pleurer comme un bébé. Elle ne se gênait même pas que bon, mon petit ami était là, qu'il pouvait, en tout cas, elle pleurait comme c'était pas permis. Je pris l'huile d'onction, je commençais à prier, masser au niveau du ventre. Je l'ai massé, elle disait qu'elle ressentait quelque chose qui montait, qui s'arrêtait au niveau de la poitrine et ça redescendait. Comme des années en arrière, elle avait été opérée, elle avait fait une IGU. Et jusqu'à présent, elle n'a pu enfanter. Ça, c'est aussi une autre histoire que je vais raconter un jour. Donc, ça n'allait vraiment pas. Je dis, on a prié, fini de prier. Ça s'est quand même calmé. Je lui ai posé la question de savoir ce qu'elle voulait manger. Elle m'a dit, elle voulait boire du jus, un peu de faire en fait de l'omelette. Si je fais de l'omelette, on a passé un peu de temps. J'ai vu que bon, ça allait déjà. Nous sommes rentrés à la maison, mon ami et moi. Toute la nuit, mon cœur n'était pas à l'aise. Ça n'allait vraiment pas. Toute la nuit, c'était vraiment compliqué. C'est comme ça que je disais que non, je disais à mon ami que non, mon cœur n'est pas en paix en fait. Il y a quelque chose qui cloche. Il me dit non, il n'y a rien, il faut te calmer. On était dans le 30, on a dormi le 31. Ça n'allait vraiment pas toujours m'appeler. Maman est arrivée. Elle a soulevé ma grande soeur, elle a emmené chez un monsieur qui consulte en fait, qui a le don des visions et autres. Il a dit à ma maman que vraiment, nous sommes le 31 décembre aujourd'hui. Si elle avait encore dormi la nuit du 31 là, pendant que les autres crient bonne année, vous deviez avoir les pagnes en train de pleurer. Vous devez être en malheur. Donc c'est comme ça que ma grande soeur s'est fait traiter chez le monsieur. Et la période des fêtes, elle a passé ça là-bas, ça allait quand même, elle est revenue, c'était bien. En fait, on est resté comme ça, les années sont passées. Maintenant, en 2020, avant que l'épidémie du corona puisse être déclenchée, on avait eu un décès de la petite soeur de la grande soeur de ma maman, autant pour moi, sa cousine. Donc, il était dit qu'on devait tous partir, mais le jour là, mon cœur n'a pas donné. Je les ai dit de dévancer, je vais arriver. Elles m'ont dit, ok, il n'y a pas de problème. Il était 16h, elles m'ont rappelé vers 16h. Mais oh, la petite, comme elles ont pour habitude de m'appeler comme ça. Oh, la petite, à quel niveau tu étais censée venir nous trouver à la pompe funèbre? J'ai dit, non, je suis en train d'arriver, la journée est là, nous ne sommes qu'à 16h. Je vais arriver. C'est comme ça que je me suis un peu assoupie. Quand je me suis réveillée, il était 20h. J'ai dit, il est 20h, je vois un peu ce que je peux encore aller faire. Là-bas, mieux, je dors et puis j'irai prendre les nouvelles avec elle demain. C'était un vendredi. Ils sont arrivés jusqu'à l'enterrement et tout. Le dimanche, je suis allée chez ma grande soeur histoire de demander un peu comment ça s'est passé et autre. Maintenant, ça s'est bien passé, sauf que quand elle est rentrée à la pompe funèbre, elle a reçu une décharge sur le bras. J'ai dit une décharge, comment dit non, comme si une décharge électrique. Et depuis lors, son bras, ça fait vraiment mal du niveau du poignet jusqu'à l'épaule. Le côté gauche, elle a mal. Je dis, oui, c'est peut-être que tu as dû traverser un truc qui n'est pas bien. Ok. Je dis, bon, comme c'est comme ça, il faut prendre un baume, tu masses. Elle me dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Avant que je ne parte, même je l'ai massé un peu avec le menthe-lantôme, là, massé, fait un peu de prière. Je dis, bon, moi, je suis en train de rentrer parce que ce temps-là, je vivais. Mon ami était en déplacement, donc je ne pouvais pas laisser la maison seule. Je suis repartie chez moi. DMG, la même nuit, là, vu que je n'habite pas loin je suis pas loin de l'hôpital, la même nuit, là, on l'a emmené à l'hôpital, pas loin de chez moi, mais ils ne m'ont pas appelé. Mon petit frère et son fils, le fils de ma grande soeur, l'ont emmené à l'hôpital, ça n'allait vraiment pas. Et toute la nuit aussi, je n'avais pas bien dormi. Il y avait comme quoi, une sorte d'insomnie. Je me suis dit, bon, peut-être, il y a quelque chose. Bon, de toute façon, je ne sais pas de quoi il est question. J'ai prié, j'ai quand même pu trouver le sommeil. Le matin, vers les 10h, je suis allée chez elle, ça n'allait vraiment pas. Ça n'allait pas, ça s'était dégradé à une vitesse pas croyable. Je dis, mais finalement, ce n'est que le bras là qui te rend comme ça. Oui, oh oui, ce n'est que le bras et autres. Je dis, bon, ok. Et on va essayer de voir ce qu'on peut faire. J'ai pris sa photo, comme j'avais une bonne grande là avec qui
je m'entends bien, j'ai pris sa photo. Elle connaissait une dame qui consultait avec les chorines, une dame qui prie, fait la prière, elle consulte. C'est comme ça qu'elle m'a emmenée chez la dame. J'ai dit non, je vais un peu voir ce qui ne va pas avec ma grande soeur. Parce qu'en moins de 2 jours, ma grande soeur a carrément changé comme ça, elle noircit, elle perd du poids, je ne comprends pas. Quand j'arrive chez la dame avec la photo de ma grande soeur, la dame même pas cherchait à réfléchir. Elle me dit, mais attends, vous êtes en train de rester là avec quelqu'un qui est en train de mourir à petit feu. Et elle me fait comprendre que ma grande soeur a reçu un fusil nocturne et puis l'objectif c'est de la paralyser. Et une fois qu'elle sera paralysée, après la mort va arriver. Et ils vont accuser l'AVC. C'est là que je dis, bon, là où c'est comme ça, au stade où ça en est là, déjà que bon, ma grande soeur elle est incrédule, elle ne croit en rien. Même à l'église, quand tu viens par l'église, elle se dit que c'est la magie, c'est les gens, le résultat doit avoir ça à l'instant T. Une fois prié, une fois le résultat aussi obtenu. C'est comme ça que je dis, ah mais non, je vais faire comment? Elle-même la concernée ne sait même pas que je suis ici pour son problème. Elle me dit, bon, il n'y a pas de souci, c'est qu'elle là, il faut acheter 3 bouteilles d'eau en ça, et le gros sel. Et vu qu'elle ne peut pas se déplacer, tu mets les unités et je vais prier avec elle au téléphone. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, j'ai acheté les 3 bouteilles d'eau en ça, comme la dame avait demandé, et le sel. J'ai emmené à ma grande soeur. Je lui ai expliqué un peu que bon, je veux que tu fasses une prière. Je ne l'ai pas dit que je suis allée chercher. J'ai dit, bon, je veux que tu fasses une prière. Et puis, avec une dame, que j'ai expliqué que tu ne te sens pas bien, mais je veux qu'elle prie pour toi. Elle m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. J'ai appelé la dame. La dame a prié avec elle au téléphone. Donc, la dame a fini de prier avec elle au téléphone. La dame lui a donné des recommandations avec les bouteilles d'eau. Et quand la dame a fini de prier avec elle, elle a suivi les recommandations de la dame sur les bouteilles d'eau et autres. Moi, je suis repartie chez moi. Et pendant ce temps, notre maman était encore en fonction, donc elle était en congé. Je suis repartie chez moi. 2-3 jours après, je repasse encore. Mais ça c'est décidément empiré. Empiré que je dis, mais c'est quoi ça? Elle avait complètement noirci. Elle était comme si elle était en train de se paralyser. Je dis, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Et oh non, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas, l'épaule me fait mal. Je sens des douleurs et autres. Je dis, bon, ok, là, je n'ai rien sur moi. De toute façon, demain, à la première heure, on ira à l'hôpital. Oh, je n'ai pas d'argent. Je dis, il n'y a pas de souci. Dieu pourvoira. On va trouver les sous pour aller à l'hôpital. Elle m'a dit, ok. Quand je rentre à la maison, je refais le rêve encore du papa qui a l'habitude de me parler. Me dit, mais toi, tu es là en train de traîner là, mais c'est en train d'urger là. Ça urge vraiment. Ça ne va pas pour ta soeur. Il faut faire l'effort de te hâter un peu. J'ai dit, ok. Quand je suis arrivée chez ma soeur, en tout cas à la première heure, quand j'arrive, la nuit, elle n'avait pas bien dormi. Je n'avais que 5 minutes. J'ai dit, on va aller à l'hôpital. Et le jour là, le matin, j'ai appelé ma maman. J'ai demandé à ma maman que, mais attends, toi tu as fait un voyage, tu as laissé ta fille ici malade, mais quand tu pars, tu laisses un enfant malade, tu t'attends à quoi? Ou bien tu comptes sur qui pour te veiller sur cet enfant là? Ah non, j'ai compris. Je dis que si tu sais que c'est ton tour de donner la cotisation, parce qu'avant ça, la soeur de ma maman avait perdu 2 enfants du coup, même père, même mère. Un meurt en mars, l'autre meurt en avril, la même année et les mêmes jours. Donc c'est comme ça que je dis, non, si c'est à ton tour de donner la cotisation, sache que je ne suis pas d'accord. Oh non, comment tu peux me parler comme ça? Je dis, mais parce que c'est trop flagrant. Tu as laissé, au début de la maladie, tu as laissé ta fille malade. En effet, que tu as appelé depuis tous ces jours, c'est que l'état de santé de ta fille s'empire. Tu ne daignes même pas appeler ou encore essayer de remonter sur Libreville. Moi, c'est comme ça que j'ai pris ma soeur. Nous sommes allés à l'hôpital. Quand on est allé à l'hôpital, on est arrivé, je crois, à 15h à l'hôpital. Vous connaissez les urgences des hôpitaux là. Tu viens en urgence, mais tu te poses la question si c'est réellement l'urgence. Donc on a fait de 15h jusqu'à 3h du matin. On a fait tous les examens, scanner, en tout cas tout, examen de sang, examen, en tout cas tout ce qui est examen, on a fait. Le docteur était dépassé, il dit mais est-ce qu'elle est tombée? On dit non, elle n'est pas tombée. Maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle puisse se tordre de douleur comme... Et ça s'empirait. Hein. C'est comme ça que on est sorti de là-bas à l'hôpital. Ma maman est quittée de la province, elle est venue me trouver. Elle est arrivée, parce que je l'avais appelée à 6h, elle est arrivée vers les 16h. Elle nous avait trouvé à l'hôpital.
On nous a donné des examens encore à faire et des ordonnances. La même nuit, on a cherché les pharmacies ouvertes, on a payé, on a acheté les ordonnances, les médicaments prescrits sur les ordonnances. On est rentré. Le lendemain, du jour-là, ma maman a pris, l'a emmené chez les Célestes, ceux qui marchent pieds nus là. De là-bas, elle a fait près de 8 mois chez les Célestes. 8 mois, elle a fait 8 mois. Ça n'allait toujours pas. On a pris, on a emmené encore sur la route. Sur la route, là-bas, chez une maman, elle a fait 3 mois. C'était toujours pareil. Ça n'allait vraiment pas. Et tout ce qu'on nous disait, c'était toujours les mêmes choses qu'on nous disait, que c'est infection nocturne, ça vient du côté de notre maman, sur le côté maternel, en tout cas. Jusqu'à aujourd'hui, là, ma grande soeur souffre. Elle est au stade où tu ne peux pas attraper un membre. Donc, on a un peu amené un peu partout, on pouvait emmener, c'est toujours pareil. On raconte toujours les mêmes choses. Donc, il n'y a que Dieu, en fait, on se remet à Dieu. Il n'y a que lui qui pourra nous sortir de là, sortir de ma soeur de là. Ça l'a fait perdre, en fait, elle a perdu son poids. Elle a fané, parce que ma grande soeur, belle femme, hein, elle a fané, la vie c'est plus ça. Déjà qu'on l'a bloqué le ventre, elle n'a fait qu'un seul enfant. Elle a à peine 40 ans, elle ne voit pas les menstrues. Hein, depuis qu'elle s'est fait opérer, qu'elle avait eu la GU là. Elle ne voit plus les menstrues de femmes là, elle n'a plus ça. Donc c'est un peu ça. La seule chose que je pourrais donner comme conseil, c'est qu'il faut se fier à son intuition. Quand l'intuition te donne, en fait, t'alourdit le corps de ne pas aller à un endroit, il faut écouter. Il ne faut pas faire la têtutesse pour dire que bon, il faut que j'aille à tout près. Non, non, non. Moi, peut-être que c'est moi qui devais aller ramasser ce qu'elle a ramassé là. J'ai écouté mon intuition, donc je demande à tout le monde de liker, de partager et puis de savoir qu'on est africain, que le vampire existe. Car ceux qui rient avec nous à la bouche là, c'est pas la même chose dans les cœurs. Il faut savoir se méfier de certaines personnes, même les parents. Hein, c'est plus quelqu'un du dehors qui te fait du mal. Hein, c'est ta propre famille qui te fait du mal. Donc merci encore DMG. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Salut DMG, salut à toute la famille DMG. Je viens raconter une histoire qui s'est passée à Douala, au Cameroun. C'est donc l'histoire d'un homme qui a épousé une jeune fille en 3e noces. Donc le monsieur là est dans les 55 ans, sa première épouse est dans les 50 ans et la deuxième épouse est dans la quarantaine comme ça là. Et la plus jeune maintenant qu'il a épousé, une très jeune fille d'environ 20 ans. Il épouse la jeune fille là. Donc, et la famille de la jeune fille qui demande que tu peux épouser un vieux père comme ça, il n'y a pas les jeunes. Elle dit que les jeunes la dérangent trop, les jeunes ne sont pas sérieux. En fait, le type qu'elle a rencontré, qui est sérieux, qui s'attache à elle, qui est quand même, qui la voit aussi comme un être humain, ce n'est que le vieux là. C'est pour ça qu'elle est partie. Donc, elle a épousé le vieux 3e noce, 3e épouse. Et maintenant, vous savez, un homme de 55 avec une fille de 20 ans, il va beaucoup s'attacher à la fille parce qu'elle est jeune et fraîche et tout. Donc il est très... Il ne regarde même plus trop les deux femmes là, il est beaucoup plus avec la jeune femme là. Donc la jeune femme là fait premier enfant, après elle fait deuxième enfant. Et les autres femmes là sont jalouses. Mais il n'y a pas de querelle dans la maison. Elles sont jalouses, elles manifestent seulement les scènes de jalousie envers la 3e épouse. Après ça, à un moment à la maison, il commence à voir, peut-être après même 3 ans comme ça, parce qu'au bout de 3 ans, la jeune fille avait déjà 2 enfants. Un petit enfant qui avait 2 ans et un bébé. Donc au bout de 3 ans comme ça, là, les problèmes commencent à la maison, donc les maladies, les gens, et ils vivaient tous dans la même maison. Hein. C'est-à-dire que la première épouse de ses enfants, la deuxième épouse avec ses enfants, le père, tous là étaient dans la même maison. Donc les problèmes commencent à la maison, les gens sont malades, parfois c'est le père qui est malade, après c'est la mère, après c'est les enfants, les gens étaient toujours malades. La maladie a duré des mois. 6 mois, c'est-à-dire qu'il y a au moins 2 personnes qui sont malades. 6 mois passent, 1 an passe, ils sont
toujours malade. Toutes les économies, ça finissait mal à l'hôpital. Donc, quand les enfants, peut-être la première femme guérissent, après ces enfants de la deuxième femme, après un enfant de la première femme est malade, après un enfant de la deuxième, c'était toujours comme ça. Et curieusement, les enfants de la jeune femme, là, ses enfants n'étaient jamais malades. Les deux petits-enfants, là, le bébé et l'autre enfant de 2 ans, n'étaient jamais malades. Même la jeune fille, là, elle-même n'était jamais malade. Et voilà, alors, au bout d'un an après, ça commence à frapper fort. L'enfant de la première femme meurt. On enterre quelques mois, l'enfant de la deuxième femme meurt. Et le problème de santé n'est pas résolu. C'est-à-dire, les gens sont toujours malades. Toujours, les gens ont les bobos dans la maison. On ne comprend pas. Et maintenant, le mari, la première, la deuxième épouse commence à soupçonner la troisième épouse. Il se disait que c'est une sorcière, c'est elle qui est cause de tous ces malheurs-là. Comment se fait-il que tout le monde est malade? Elle n'est jamais malade. Les enfants meurent, elle et ses enfants sont bien. Le mari même commence à se méfier de la troisième épouse. Maintenant, les trois, le mari, première et deuxième femme disent qu'ils vont aller chercher un marabout. Il va venir, la vérité va sortir. Ils ont déplacé le marabout d'une autre ville. Le marabout est venu. Et le marabout a dit que le jour qu'il vient là, il ne faut pas qu'il y ait les visiteurs, rien, pas les membres de la famille, seulement le monsieur, ses 3 épouses et leurs enfants. Donc le jour où le marabout est venu, c'est comme ça s'est passé. Ils ont fermé les portes et les fenêtres. Le marabout dit que la vérité va sortir ici maintenant. Donc le mari et ses 2 épouses là, ils regardaient seulement la troisième épouse. La fille était tellement... Elle ne savait même pas ce qui se passait. Elle était seulement étonnée que pourquoi les gens se comportent avec elle de façon étrange. Donc, ils étaient tous réunis au salon. Le marabout, il fermait les portes et les fenêtres. On fermait les portes et les fenêtres. Il dit que ça, c'est un débat. En fait, on va résoudre le problème ici en famille. Avant de commencer à résoudre le problème, il dit à la troisième femme, il dit que toi, prends tes 2 enfants, sors. Et le mari et les 2 épouses, ça veut dire quoi? Tu lui demandes de sortir comment? Elle doit être là. Il dit, je répète, prends tes enfants, mets-toi dehors. Parce qu'on va parler, toi, tu ne dois même pas être là. Quand le mari commence à parler que oh, je t'ai appelé pour venir résoudre toi-même, tous se fâchent. Le mari, première, deuxième épouse, on t'a appelé pour venir résoudre un problème. Tu viens là, tu commences à lui dire de sortir. Ça veut dire quoi? Et le marabout qui dit que le problème, ce n'est pas elle, c'est vous 3. Elle n'a rien justement parce que elle ne fait rien de tout ce que vous faites là. C'est pour ça que ça ne la touche pas, ni elle ni ses enfants. Il demande à la jeune fille de sortir. Elle est sortie avec ses enfants. Maintenant, il dit au mari, toi, tu es parti. Donc, les 3 là marchaient. Le mari marchait. La première épouse marchait. La deuxième épouse marchait. Ils marchaient partout chez les marabouts. On leur a donné des choses. Chacun venait mettre sa part. Les écorces, celui-ci met. Il y a même quelqu'un qui a mis une plante dans la concession. Donc, dans les fleurs dehors comme ça. Ils ont planté quelque chose. On ne sait pas si c'est l'homme ou c'est la femme. Quelle femme parmi les 3 qui a planté ça. Mais ce qui est là, c'est que quelqu'un a planté ça. Et en plus, il y avait plein de choses dans leur maison. Ceux qui ont enterré à l'entrée. La première femme enterre pour elle. La deuxième épouse enterre pour elle. Dans le foyer, on prépare là, sur le feu de bois. En bas, là-bas, on a creusé, on a mis des choses. Elles avaient tellement mis des choses. Le mari et les 2 épouses. Donc, finalement, c'est ça qui causait tous ces dégâts là dans la famille. C'est que le marabout leur a dit maintenant pour enlever ça, il faut beaucoup d'argent, c'est pas facile. Surtout le genre de... C'est comme une fleur, hein. Les marabouts donnent aux gens que va planter dans ta maison, dans ta cour, dans les fleurs, ça va te protéger. Et c'est des choses qui sont souvent très difficiles à enlever. C'est que le marabout a dit à cette famille-là, que parfois certains marabouts donnent ça aux gens pour se débarrasser de ça. C'est-à-dire que lui-même, il a du mal à garder ça. Et parfois, c'est un serpent, c'est quelque chose qui n'est pas bien, qui est dans la fleur là, qu'on plante. Donc, la leçon, c'est que méfiez-vous des choses qu'on vous donne souvent, que venez mettre dans votre maison, mettez ici, mettez là-bas. Et finalement, ce sont ces choses-là qui vous nuisent dans la vie. Et parfois, ça peut être fatal. Donc, c'était un peu ça. Vraiment, merci de m'avoir écouté. Au revoir.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu aimais la vidéo d'aujourd'hui, laisse un commentaire, commente, partage, invite plusieurs personnes à venir liker et à s'abonner. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. On se prend demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, portez-vous bien, surtout priez avant de dormir.